Connaissance, recherche, sciences, et mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bon, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir demandé de vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose qui va tout à fait dans l'esprit de ce qu'a expliqué Claudine Cohen, mais là, c'est du côté pratique et pas du côté théorique. Donc, je vais vous parler justement du poumon des placodermes, qui est effectivement un mythe persistant. Alors, on appuie. Voilà. Attendez, non, ça va trop vite. Pourquoi ce sujet ? Alors, la présence de poumons chez les placodermes a été signalée dans pas mal d'ouvrages généraux à l'usage des étudiants, et notamment aux USA. Et c'est sur Internet, si vous cherchez à poumon, ou plutôt à langue et à placoderme, vous trouverez un nombre important de sites qui se réfèrent tous toujours à la même chose. Il y a une présomption de poumons chez les placodermes, et c'est ce que je vais vous exposer au cours de ce sujet. Voilà un exemple d'un ouvrage, d'un textbook pour les étudiants, où vous remarquerez que là, on présente Botryolépis, qui est le seul animal placoderme chez qui on aurait trouvé des poumons. Et on pose la question de l'origine des poumons chez les placodermes avec la contradiction concernant en particulier la phylogénie. Mais nous verrons ça plus tard. Et en même temps, dans la deuxième partie, la page 585, on lie la présence de poumons à des critères qui sont des critères paléo-environnementaux, et en particulier le fait que ce serait lié à un habitat d'eau douce, qui est une idée qui avait été développée en 1915 à Miguasha, à propos de l'environnement de Miguasha. Autre exemple, l'Encyclopædia Britannica, et puis les cours de biologie, ça c'est sur Internet. Vous voyez qu'on a la même chose. Botryolépis aurait des poumons fonctionnels, et ce serait un animal qui habiterait dans des rivières et des lacs. Vous remarquerez quand même qu'il y a quand même un doute. Il y a toujours un doute. Mais par contre, il y a beaucoup moins de doute quand on voit les travaux qui sont faits par, en particulier, les médecins à propos de l'histoire des poumons. Là, vous avez un article en anglais qui traite justement du problème des poumons et de la respiration. Et vous remarquerez cette image qu'on verra beaucoup. Excusez-moi, je suis encore un peu... Ah, si. Oui, cette image que l'on verra beaucoup au cours de ce topo, la reconstitution qui a été faite par Bob Denison de Botryolépis dans une coupe horizontale pour montrer en particulier ici ces deux poches qui sont supposées représenter les poumons. Voilà ici une revue, un texte en français de 2002 où il est possible que la présence d'un organe aérien ventral soit primitif chez l'ensemble des gnatostomes. Vous voyez, ça mène loin. À ce moment-là, on aurait donc un poumon à l'origine des gnatostomes qui aurait ensuite disparu chez les chondrichtiens et par contre qui serait resté dans l'ensemble. Alors, l'origine de toute cette histoire, c'est un article de Bob Denison de 1941. Bob Denison avait fait c'est son article de master qui a été publié dans le Journal of Paleontology, et pour lequel il a utilisé le matériel de Miguasha qui avait été récolté par Patten au début du XXe siècle et qui avait été publié déjà par Patten en 1904 et ensuite en 1912. Alors voilà à quoi ressemble ce matériel. Vous avez des animaux qui sont des animaux complets fixés sur leur support de grès, et ici, ça c'est une planche de tranche, ça ressemble à du magret de canard, mais ce n'est pas du magret de canard,
c'est des tranches de botryolépis. Voilà. Et tout repose sur l'interprétation du contenu de ces tranches de botryolépis. Alors, je dois vous dire tout de suite, les tranches originales utilisées par Denison ont toutes disparu. J'ai fait les musées, je suis allé à Chicago où avait travaillé Bob Denison. Il y avait effectivement toute une série de ces planches de verre avec les tranches collées avec du baume du Canada. Et le matériel de Dartmouth College est supposé être entré dans les collections de New York. Je suis donc allé à l'American Museum et j'ai vu également ces tranches de botryolépis à New York. Alors, qu'en fait Denison? Voilà, Denison interprète les animaux, comme l'avait fait Patton d'ailleurs, comme étant morts dans leur position naturelle. Vous voyez, donc l'animal est censé être mort comme ceci, avec le dos vers le haut et le ventre vers le bas. Et d'après ce qu'il trouve à l'intérieur, il considère que ces animaux étaient des mangeurs de boue et que ce qu'on trouve en particulier pour l'intestin spiral était de la boue qui avait été ingérée. Il fait même la comparaison avec les vers de terre. Donc ces botryolépis seraient des mangeurs de boue. Et en même temps, ils vivraient dans des rivières et ils auraient été ensevelis par la boue. Alors, les coupes ressemblent à ceci. Vous voyez toute une série de représentations qui correspondent à des densités différentes de remplissage de sable. Des coupes transversales, des coupes horizontales, avec ici des parties qui sont interprétées comme le préton du poumon, qui se trouve dans la tête, et ici ce qu'il interprète comme un intestin. Et voilà la reconstitution avec les prétons du poumon, l'intestin, et ici ce qu'il appelle un ventral frill, qui est en fait sur les spécimens que j'ai pu voir, du contenu interne des carapaces, du remplissage qui est sorti à l'extérieur et qui a formé en quelque sorte des dépôts ondulés. Comment va se diffuser l'idée? Par Romer, qui était effectivement à l'époque le pape de la paléontologie. Et il prend le papier de Denison, qui l'intéressait beaucoup, parce qu'à l'époque, il s'intéressait au problème de la sortie des eaux, et il est catégorique, "This can be interpreted only as lung." C'est comme ça, c'est décidé. Et puis, un peu plus loin, un peu plus tard, vous voyez, il insiste encore, "Lungs in a group phylogenetically far removed from animal types", etc. Et aujourd'hui encore, Carey Lim est un partisan de ceci. Donc, il y a un argument environnemental en faveur des poumons des anthiarches, qui est, quand on dit les poumons des anthiarches, c'est le prétendu poumon de Botryolépis. Il y a une seule bête, dans un seul gisement et dans un seul lit, parce que tout vient du même endroit. Et donc, l'argument développé par Denison, c'est puisque tous les autres animaux qui sont amiguachas ont des poumons, ils vivaient dans un environnement qui nécessitait d'avoir des poumons, moralité, Botryolépis ne peut qu'avoir des poumons, puisque c'est la forme la plus abondante à l'intérieur de la localité. Trouve-t-on des poumons vrais? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors là, je vous ai mis les définitions des poumons vrais, et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle environnemental, mais il y a un contrôle phylogénétique certain. Alors voilà quels sont... ça ne manque pas de contradiction dans le papier de Denison. Vous voyez ici où se trouvent les éléments de poumons. Regardez où ils sont placés. Or, entre ces poumons et ce qui est interprété comme remplissage de poumons, il y a ici une cloison. Une cloison qui est incomplète, mais une cloison qui est très importante, qui sépare
le crâne de la carapace du tronc. Donc ça, c'est déjà un problème. Sur la reconstitution, les poumons ne sont pas à leur place. D'ailleurs, quand Arsenault et Janvier ont décrit des traces de vaisseaux qui existaient sur la partie antérieure du plastron de la carapace, ils ont effectivement pensé que ça pouvait être une vascularisation de quelque chose qui pourrait être un poumon, mais ici, ils l'ont placé bien, c'est effectivement en avant de la crête qui sépare la tête du tronc. Donc, autrement dit, il y a encore une contradiction. Donc, les commentaires que l'on peut faire. Nous sommes en 1941. Dennison fait son premier papier sur les placodermes. Jusque-là, il avait travaillé sur les mammifères. Et donc, c'est une contribution très innovante, mais il reprend beaucoup d'éléments qui étaient des éléments de Patène. Donc, en plus, à l'époque, l'anatomie crânienne des antiarches n'était pas très bien connue. Il n'y avait pratiquement que Stenchieux qui avait travaillé sur ce matériel, qui avait publié des papiers très importants en 1931. Et puis, son interprétation est fondée implicitement sur un modèle de Dipneust. On le ressent quand on lit le texte. Il faut dire aussi que les placodermes avaient été rapprochés du Dipneust dans la littérature américaine du début du XXe siècle. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'intuitions qui se mêlent. Et ensuite, les arguments environnementaux collaient parfaitement avec les idées de l'époque en ce qui concerne les interprétations. Autrement dit, toute interprétation paléontologique n'est pas indépendante d'un temps, d'un lieu et d'un contexte scientifique. C'est la même chose aujourd'hui. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble vraiment quand on a un Botryolépis complet. Vous avez ici un spécimen de Botryolépis complet, vous avez le crâne, vous avez la carapace. Peut-être que celui-là, si on le coupait en tranches, malheureusement, on n'en a qu'un. Si on le coupait en tranches, on verrait quelque chose. Mais vous voyez ici l'étendue du plastron. Là, l'os a été en partie supprimé, mais vous avez ici cette crête qui correspond à la cloison. Une cloison qui est incomplète, mais une cloison importante, c'est la cloison postbranchiale. Ça définit l'arrière de la cavité branchiale. De même chose, de l'autre côté, vous avez ici les orbites qui sont confluentes avec l'organe pinéal, les yeux, et ventralement, ici, une partie des plaques correspondant à la mâchoire. Donc, cette limite entre la tête et le tronc, ventralement, est donc limitée par ce sulcus. C'est l'équivalent de ce qu'on a ici chez les autres placodermes, chez les arthrodires. C'est l'articulation qui se place ici entre la tête et le tronc. Mais voilà, vous voyez la différence, c'est qu'ici le plastron s'arrête juste au niveau de la fente branchiale. Ici, il se continue très loin avec une très petite bouche. Pour vous montrer deux reconstitutions de Botryolépis avec marqué en rouge la limite justement de cette cavité branchiale. Puis, très récemment, Janvier a été alerté parce qu'à Miguacha, il travaille beaucoup avec Miguacha, on avait trouvé un spécimen qui était un spécimen qui pouvait paraître très intéressant puisqu'il y avait un remplissage de sable fin à l'intérieur de cette carapace. Vous avez ici le plastron, ici c'est l'avant de la tête, et ces deux poches remplies de sédiments fins pouvaient effectivement faire penser à des poumons. Mais vous voyez la même chose, c'est en arrière de la limite de la limite postbranchiale. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que cela? Janvier est très prudent, il dit ça peut être des poumons, ça peut être aussi n'importe quoi. Alors, contentons-nous d'être dubitatifs, mais il n'exclut pas la possibilité d'un poumon. Alors je me suis dit, attendez, on réfléchit, il y a quelque chose. Ces remplissages sont des remplissages de densités différentes. Vous avez un sable qui est un peu grossier, vous avez un sable qui est relativement fin, qui entoure justement ces cavités. Est-ce qu'on raisonne sur ce matériel
correctement, est-ce qu'effectivement ces animaux sont morts, le dos en l'air, à plat ventre en quelque sorte, sur le sédiment? C'est une question qu'on doit se poser. Sont-ils à l'endroit ou à l'envers? Et il m'est revenu à l'idée qu'au Spitzberg, on n'a absolument aucune donnée sur la manière dont le matériel a été récolté. Ça, c'est vraiment un problème. Ça a été récolté à la fin du XIXe siècle et aucune idée sur la manière dont les spécimens étaient dans leur banc, dans la localité. Au Spitzberg, on a trouvé des spécimens qui étaient en 3 dimensions. Vous avez ici un porolépice. Eh bien, dans tous les cas où on avait des spécimens en 3 dimensions, le spécimen est à l'interface entre un grès dur et un grès mou, des sédiments très mous, ce qui font qu'effectivement, les 3 dimensions sont conservées, mais elles sont toujours sur la face inférieure d'un grès dur. Et lors de l'érosion, le sédiment mou est éliminé et effectivement, on ressort le spécimen en 3 dimensions en retournant les plaques. C'est comme ça qu'on a trouvé ce spécimen. Question, qu'en est-il des spécimens d'Imiguacha? Sont-ils à l'endroit ou sont-ils à l'envers? Et au dos de cette plaque, qui a été en partie préparée, mais vous voyez que la préparation est relativement faible, en général, il y a beaucoup de choses qui apparaissent spontanément. Eh bien, au dos, on a des traces qui semble montrer que ça, c'est effectivement la face supérieure. Et là, on a des spécimens qui, comme au Spitzberg, sont fixés sous la face inférieure des bandures. Et un autre spécimen, où vous avez ici le plastron, la photo n'est pas très belle, hein, et vous avez ensuite le remplissage, et ceci est le haut et ceci est le bas. Naturellement, la bête est le ventre en l'air. Alors, je me suis posé la question, et si les sections originales de Denison, présentées comme ceci, ne devraient pas être présentées à l'envers? Attendez. Non, c'est pas ça. Ne devraient pas être présentées à l'envers, donc on retourne ces choses, et c'est ainsi que, par exemple, sur certaines des coupes isolées, ici vous avez la même coupe, vous voyez que le sédiment mou est situé sous le sédiment dur, sous le sédiment grossier. Si on retourne, eh bien on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, avec le plastron qui est effondré et ces espèces de remplissages qui sont des remplissages bizarres, avec des traces organiques particulières, qui sont très très inégales et très différemment distribuées. Vous voyez, ici, c'est un petit peu partout. Ici, vous avez même une bulle qui est transformée, excusez-moi, la photo n'est pas très bonne, mais il y a une bulle qui est transformée en une petite logette de calcite. Voilà, ben quand on retourne, eh bien, on obtient le même type d'image, et à ce moment-là, on a un gradient, c'est-à-dire le sédiment mou, le sédiment fin est situé au-dessus du sédiment plus grossier, ce qui semble relativement logique. D'autre part, il y a ce que Patten puis Denison a interprété comme l'intestin spiral. Ce sont des traces organiques, vous voyez, qui sont à l'intérieur du remplissage. Et ces traces organiques peuvent être placées, chez Denison, elles sont placées du côté du ventre. Mais là, on a un spécimen qui est écrasé du côté du dos, et on retrouve les traces organiques vers le haut. Autrement dit, ces traces organiques ne sont probablement pas des traces de l'intestin, mais des traces de macération de végétaux ou de produits organiques à l'intérieur de la carapace. Voilà. Donc, les sections, contrairement à ce qu'affirmait Pattern, il n'est pas certain que les botryolépis en 3D étaient fossilisés en position normale, mais plutôt que le ventre était en l'air,
comme ont confirmé Parent et Cloutier, en disant que la plupart des spécimens de Botryopis sont dans cette situation. Mais lorsque l'animal est fossilisé en position naturelle, donc le dos en haut, à ce moment-là, le remplissage fin, interprété comme intestin, remonte, et c'est plutôt une macération qu'autre chose. Donc, le problème, c'est que les sections originales de Pattern, figurées par Denison, n'ont pas été retrouvées. Ça, c'est effectivement un gros problème, et ça restera toujours un point d'interrogation. Alors, il y a aussi des objections phylogénétiques. Si vous acceptez qu'il y a un poumon vrai chez les placodermes et chez les ostéichthiens, deux cas de figure, ils sont apparus indépendamment. Ou bien ils sont ici et ils ont été perdus chez les chondrichthiens et chez les acanthodiens. C'est le cas de figure. Le problème, c'est qu'à l'intérieur des placodermes, ça n'est pas une généralité, c'est une espèce à l'intérieur d'un groupe. Autrement dit, est-ce qu'un cas unique peut être la règle pour l'ensemble d'un groupe? C'est ça la vraie question. Ça pose un certain nombre de problèmes. Chez toutes les autres formes, même quand on a des animaux qui sont remarquablement bien conservés, on ne trouve jamais ce type de sédimentation, et donc on ne trouve jamais ce type d'interprétation. Mais voilà, ça se retrouve quand même dans les publications. Vous avez ici encore le petit schéma de Denison avec l'histoire du poumon à l'intérieur de l'histoire des vertébrés, dans la phylogénie des vertébrés, avec ici lungs, entre guillemets, mais le terme y est quand même, hein, et la présence, disons, de poumons à partir d'ici. Voilà. Il y a d'autres arguments qui réfutent cette idée. Vous avez vu qu'au départ, tout était lié à l'interprétation de l'environnement. Or, depuis, des études sur l'environnement sérieuses ont été faites, et Schultz a montré, effectivement, que le paléo-environnement de Miguasha n'avait rien à voir avec une mare continentale, mais c'était une lagune marine côtière. En plus, Botryopis est peut-être le genre de placoderme que l'on trouve le plus abondamment distribué dans le monde entier. Et en plus, on ne le trouve pas seulement dans des sédiments détritiques, donc mangeurs de boue, le veut-on, mais aussi dans des environnements marins carbonatés très caractéristiques, comme à Gogo en Australie, à Red Hill dans le Nevada. Conclusion. Donc, j'en conclus que les structures de remplissage ne peuvent pas être de vrais poumons, pour des raisons anatomiques et phylogénétiques. Il n'y a aucun argument solide pour considérer qu'il s'agit d'organes respiratoires. S'agit-il même d'organes? C'est la question qu'on peut se poser. C'est des remplissages. Et le problème, c'est que les interprétations paléobiologiques de groupes disparus sont souvent sujets à idées préconçues. Ici, c'est l'environnement qui a guidé l'interprétation initiale. Et ensuite, bien sûr, 69 ans, il serait temps quand même de changer un peu. Conclusion 2. Les biologistes sont souvent réticents à critiquer des énoncés officiels, bien qu'erronés, surtout lorsqu'ils sont diffusés largement dans des manuels faisant autorité. Et quand un énoncé devient un mythe, alors que doit-on faire? Faire appel à Don Quichotte? Se battre contre des moulins à vent? Ou mener l'enquête? Et regardez la petite phrase du bas. Merci de votre attention.